C'est ça. Ok, la parole est à toi pour une trentaine de minutes. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être présent. Voilà, c'est toujours un plaisir d'intervenir dans le cadre du GDR. Donc, voilà. Donc, comme beaucoup d'universités, l'université de Paris Diderot a aussi changé de nom et maintenant, c'est juste Université de Paris. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter mes activités que je réalise sur les nanosources en semi-conducteurs. Et donc, notamment, comment on les intègre aussi sur des plateformes de guidon en silicium. Alors, quelle est la motivation derrière ce travail? Voilà, je pense qu'en photonique, il y a de grands défis qui ont été identifiés. Et un de ceux-là, c'est ce qu'on appelle la convergence de la microélectronique et de la photonique. Donc, comment créer une plateforme qui va venir intégrer des composants électroniques et photoniques. Et donc là, l'idée de ceci, c'est bien évidemment d'interfacer, par exemple, Est-ce que vous voyez mon curseur? Je crois pas. Alors, attendez, excusez-moi, mais je n'ai pas activé le curseur. Voilà. Est-ce que c'est bon là? Oui, oui. Voilà, ok. Donc voilà, ici, vous avez une vision artistique un peu de ce que pourrait représenter des interconnexions photoniques de microprocesseurs, par exemple. Il s'agirait voilà, d'avoir sur une seule puce d'intégrer ces composants avec des lasers, des photodétecteurs pour les faire communiquer entre eux. Donc, pour réaliser une telle vision, voilà, vraiment le plus gros problème, je pense, c'est vraiment la réalisation de composants optoélectroniques qui répondent à des performances en termes de consommation énergétique, de dimension, de bande passante et d'intégrabilité simple avec le silicium, qui sont très au-delà de l'état de l'art. Et donc, moi, ce que je crois, c'est que lorsqu'on regarde en détail ces performances-là, il n'y a qu'en adaptant les concepts qui ont été introduits ces dernières années en nanophotonique que l'on va pouvoir solutionner ces problèmes. Donc, moi, je travaille en particulier sur des cristaux photoniques, sur des dispositifs en cristaux photoniques, en semi-conducteur x5 que je vais venir intégrer sur une plateforme de guidon en silicium. Donc aujourd'hui, je vais vous parler grosso modo de ce que j'ai réalisé sur les diodes laser, mais aussi sur un travail plus récent que nous réalisons en collaboration avec Thales sur des sources paramétriques de photons. Alors, pourquoi les cristaux photoniques? Parce que en fait, ces cristaux photoniques, qui sont les analogues photoniques aux cristaux atomiques, permettent de contrôler de façon quasiment parfaite la propagation des ondes électromagnétiques. Comme pour les électrons, lorsque je vais venir structurer la matière à l'échelle de la longueur d'onde de la lumière, je vais pouvoir obtenir des diagrammes de bande, comme indiqué ici, où je vais pouvoir observer, par exemple, un bandgap photonique dans lequel la propagation des photons est interdite. Et bien évidemment, ceci va nous permettre de créer d'excellentes qualités, juste en introduisant un défaut dans la périodicité, en enlevant par exemple quelques trous comme ceci, on va pouvoir réaliser des nanocavités. Et lorsqu'on regarde l'état de l'art des nanocavités aujourd'hui dans le monde, on peut s'apercevoir que les nanocavités à cristaux photoniques sont vraiment des cavités quasi ultimes, car elles permettent d'obtenir des facteurs Q au-delà de 10 puissance 7 dans des volumes de l'ordre de la longueur d'onde de la lumière dans le matériau. Alors pourquoi ça c'est important? Parce que le rapport Q sur V, qui est donc un record dans ce type de structure, est directement proportionnel à l'intensité intracavité, et c'est via cette intensité intracavité que nous allons pouvoir obtenir l'efficacité énergétique requise des composants que l'on souhaite réaliser. Alors, dans le monde, il y a eu des démonstrations vraiment incroyables avec ces objets, des lasers aux démonstrations en optique quantique, de l'optomécanique, de l'optique non linéaire, vraiment des démonstrations pionnières qui ont été réalisées avec ces cristaux photoniques en semi-conducteurs. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ces résultats en détail, mais des miens.
et en particulier de la plateforme que nous étudions, que nous utilisons. Donc, il s'agit d'une plateforme qui intègre de façon hétérogène les semi-conducteurs 3,5 sur silicium. Voilà, grosso modo, la structure que je vais utiliser est constituée d'une nanocavité réalisée dans un petit guidon de ruban, typiquement quelques centaines de nanomètres de hauteur et de largeur, dans laquelle on va venir percer une ligne de trou, comme ceci, et en réalisant, en choisissant vraiment les paramètres de cette géométrie, on va pouvoir réaliser des cavités à très fort facteur de qualité. Moi, je travaille essentiellement autour de la longueur d'onde télécom 1,55 microns et avec des dispositifs qui vont fonctionner à température ambiante. La nanocavité est couplée par onde évanescente à un guidon qui se trouve dessous, ici, qui va me permettre vraiment d'interfacer chacun de ces nanocomposants sur ma plateforme. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans cette plateforme-là, c'est qu'en choisissant la composition de l'hétérostructure en semi-conducteur 3,5, je vais pouvoir modifier les paramètres de ce matériau et notamment obtenir du gain de l'émission aux longueurs d'onde à laquelle j'aurais choisi. Par exemple, on peut introduire des boîtes quantiques ou des puits quantiques, mais aussi façonner la réponse non linéaire de ces matériaux, par exemple en travaillant avec des matériaux grand gap pour éviter toute absorption multiphotonique dans ces matériaux. Voilà, pour commencer, pour vous parler de mon travail, je souhaiterais commencer par vous parler du travail que je réalise sur les nanolasers. Et je vais vous rappeler comment on fait pour obtenir ces nanolasers et qu'est-ce qui est spécial à leur sujet. Et je vais vous montrer vraiment le chemin que nous avons réalisé, que nous avons suivi pour démontrer des diodes laser en INP intégrés avec de la photonique sur silicium. Alors, un nanolaser, un laser à cristal photonique, comment on fait pour obtenir cela? On va fabriquer notre cristal photonique, comme ici dans ce papier fondateur, nos nanocavités à l'intérieur d'un matériau qui va contenir un matériau à gain, par exemple, comme des puits quantiques. Et lorsque le gain de mes puits quantiques va pouvoir compenser les pertes de ma nanocavité, eh bien, je vais pouvoir observer de l'émission laser, comme indiqué dans ce graphique-là. Alors, ma souris qui est coincée. Ah, voilà, ça y est. Donc, qu'est-ce qui est de si spécial avec ces nanolasers? Bien évidemment, on va pouvoir réaliser des dispositifs émetteurs de très petite taille, inférieurs à 10 micromètres carrés, obtenir des seuils très bas, en dessous du nanowatt, comme ce qui a été démontré en pompage optique. Mais une chose très intéressante est l'obtention de facteurs d'émission spontanée bêta qui sont assez grands. Ce facteur bêta, en fait, est la quantité d'émission spontanée qui est couplée dans le mode laser. Donc, ce que les chercheurs ont observé dans le domaine, c'est que lorsque bêta se rapproche de 1, c'est-à-dire tous mes photons qui sont émis par mes émetteurs sont couplés dans le mode laser, je vais pouvoir observer un comportement de laser sans seuil. C'est-à-dire, lorsque je vais regarder la courbe où je vais tracer l'intensité émise en fonction de la puissance de pompe, usuellement, on obtient en log-log une courbe en S où la pente dans ce S indique le franchissement du seuil de l'émission spontanée vers l'émission stimulée. Lorsque ce bêta tend vers 1, on n'a plus de démarcation du seuil, on a simplement une droite comme ceci. L'autre aspect très intéressant lié à ce facteur bêta est le fait que l'on va pouvoir obtenir une dynamique très rapide de ces lasers-là. Lorsque je vais les pomper avec des impulsions, par exemple, je vais pouvoir obtenir des temps de réponse de l'ordre de 10 picosecondes, ce qui est très, 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 très rapide. Alors maintenant, décidément, j'ai un problème avec le passage des slides. Je ne sais pas pourquoi. Désolé. Hein. Ah, voilà.
Pourtant, ce ne sont pas des slides où il y a beaucoup de choses compliquées, enfin de photos. Donc, voilà, lorsque l'on travaille dans le domaine des nanolasers cristaux-photoniques, bien évidemment, on s'attaque à un domaine où on va rencontrer un certain nombre de problèmes. Le premier d'entre eux est bien évidemment la fabrication et le design de nanocavités optiques. Et suivant ce que l'on fait, cela peut être plus ou moins compliqué. Par exemple, dans ma plateforme, mes nanocavités sont encapsulées dans de la silice, ce qui rend le design un peu plus compliqué que si elles étaient suspendues simplement dans l'air. Le deuxième aspect important de ces sources-là, c'est OK, je peux avoir des lasers avec des nanocavités, mais comment peut-on récupérer de façon efficace la lumière émise par ce nanolaser? Et comment interfacer ces différents lasers à l'intérieur d'une circuiterie passive de guidon? Ensuite, un aspect important, c'est que lorsque l'on va venir percer les semi-conducteurs avec des trous espacés de quelques centaines de nanomètres, on va avoir des problèmes liés aux recombinaisons de surface dans les trous gravés. Ensuite, bien évidemment, puisqu'on s'attaque à des structures qui sont isolées de façon optique de l'environnement, on a des problèmes pour évacuer la chaleur qui est aussi générée par le mécanisme d'émission de la lumière. Et bien sûr, l'injection électrique de tels nanocomposants est aussi un problème. Donc, durant ces dernières années, je me suis attaqué à résoudre chacun de ces aspects-là et je vais vous montrer comment nous avons fait ça. Alors, tout d'abord, pour l'interfaçage avec des guidons passifs, j'utilise la plateforme que je vous ai montrée tout à l'heure. Et dans cette plateforme-là, lorsque je veux réaliser des nanolasers, je vais choisir d'utiliser comme semi-conducteur 3.5 des matériaux basés sur l'INP, à l'intérieur duquel je vais utiliser des puits quantiques contraints qui vont émettre autour de 1,55 microns. Voilà, donc durant environ vraiment les 15 dernières années, on a beaucoup travaillé autour de ces technologies et vraiment, voilà, dans plusieurs aspects. Le premier aspect, ça a été de vraiment maîtriser la fabrication de ces objets-là, qui peut être assez complexe. Et donc, via les designs et la fabrication de cavités à très fort facteur de qualité, au-delà de 10 puissance 5 en INP, on a maîtrisé la technologie pour les intégrer sur une plateforme de silicium. Nous avons aussi travaillé beaucoup pour obtenir de l'émission à température ambiante et en régime continu. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons travaillé autour de l'évacuation de la chaleur de ces composants et aussi finalement sur la technologie pour pouvoir passiver la surface des trous gravés et éviter les recombinaisons non radiatives des porteurs de charge. Et enfin, nous avons aussi travaillé sur le contrôle du coupage évanescent de ces nanocavités sur silicium et avons démontré des efficacités de couplage au-delà de 90%. Dans cette courbe, dans ce dessin ici où il y a écrit diffractive laser emission, il s'agit d'une image prise en face arrière d'un échantillon avec des guides où donc le petit point correspond à l'émission par la surface du nanolaser. Et dans la direction horizontale, j'ai mon guide d'onde. Les points très lumineux correspondent aux réseaux de diffraction qui sont gravés dans le silicium, où je vais observer l'émission, la lumière qui diffracte des guides d'onde en silicium. Donc, c'est l'émission laser qui est couplée à l'intérieur des guides d'onde. Voilà, donc voilà, on a travaillé vraiment beaucoup autour de ces sujets-là. Et le dernier aspect qui nous restait à résoudre était l'injection électrique. Et donc ça, c'est un aspect vraiment très compliqué parce que, comme vous le savez tous, lorsqu'on utilise les métaux, les métaux sont des matériaux qui absorbent énormément la lumière. Donc, lorsque l'on travaille avec des structures qui sont toutes petites, comme les cristaux photoniques, ce n'est pas du tout évident de pouvoir contacter la structure pour injecter de façon efficace des paires électrons-trous juste au centre de la nanocavité, tout en conservant les bonnes propriétés optiques de ces nanocavités.
Donc, dans le monde, en fait, il y a 3 autres groupes qui savent faire ça, qui savent faire ceci, en fait. Donc, le premier à avoir démontré ça, ça a été le KAIST en Corée. Et donc, ils ont réalisé ces nanolasers dans des jonctions verticales PIN, où l'idée ici était d'utiliser une structure de type en champignon, comme ceci, avec un petit pilier juste dessous le centre de la nanocavité, où ils vont pouvoir injecter des trous, et les électrons étaient injectés sur le haut, en fait, par ce contact en anneau ici. Donc, ils ont étudié d'autres géométries. Voilà, cette géométrie, bah, c'était un très beau travail, mais vous comprenez tous que cette géométrie est assez complexe pour pouvoir l'intégrer avec simplement des guidons. Plus récemment, Stanford et NTT ont travaillé autour d'un autre type de jonctions, des jonctions horizontales, comme dans la microélectronique, en fait. On va venir implanter les dopants dans cette jonction horizontale pour pouvoir injecter au centre de la nanocavité des paires électron-trous. Alors, c'est vraiment une approche très élégante, mais la plupart tous ces travaux-là ont été réalisés sur des membranes suspendues. Et un des problèmes est qu'elles nécessitent des activations à haute température des dopants. Donc, l'intégration avec une circuiterie passive, et notamment en silicium, devient complexe à cause de cette étape d'activation de dopants. Alors, quelle est notre proposition? La voici. Donc, c'est un design original que nous avons proposé. Il s'agit d'utiliser ce type de structure. Donc, on va fabriquer notre cristal photonique juste, donc une ligne de trou percée à l'intérieur d'un guidon en semi-conducteur, mais cette fois-ci, c'est un guidon de type RIB. On va venir laisser sur le côté du guide des arêtes, enfin des ailettes, comme ceci. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous avez la représentation transverse de la structure ici. Donc, la structure est réalisée dans une jonction NIP, à l'intérieur duquel on a mis ici 6 puits quantiques qui émettent au longueur d'onde télécom. Alors, pourquoi cette configuration-là? L'idée ici est d'exploiter la différence de mobilité entre les électrons et les trous dans les couches dopées NEP. Donc, voilà, dans cette structure-là, comme vous pouvez l'observer, on ne va pas contacter directement la structure au-dessus, au centre de la nanocavité sur notre semi-conducteur, mais déporter ces contacts au point de la structure. Alors, dans la direction, sur la partie P, ici en bleu, on va venir la contacter juste en face de la nanocavité pour injecter des trous, comme ceci, et les électrons vont voyager dans la couche N qui se trouve en haut, le long de la structure. Et grâce à cette différence de mobilité, on va pouvoir recombiner électrons et trous de façon préférentielle au centre de la nanocavité. Nous avons calculé, bien évidemment, l'émission radiative que l'on peut attendre de ce type de structure, là où les paires électrons vont recombiner. On a la courbe en bleu ici, voilà, où on voit bien qu'on recombine au centre, et en rouge ici, on représente le mode optique de la nanocavité. Et bon, il y a eu tout un jeu de calcul, à savoir à quelle distance je dois positionner ce contact P pour éviter de l'absorption dans ma cavité. Et on peut voir que si on maintient la distance supérieure à 500 nanomètres, on peut obtenir des cavités avec des facteurs Q au-delà de 100 000. Donc, on était content d'obtenir ça en simulation et nous nous sommes donc attelés à fabriquer cela. La fabrication repose sur l'intégration hétérogène de semi-conducteurs 3,5 sur silicium via un collage adhésif où on utilise le polymère planarisant BCD. Vous avez ici donc la cross-section de la structure, ici. Puis, on vient fabriquer nos cristaux photoniques en utilisant donc des masques obtenus en lithographie électronique et de la gravure par plasma. Une fois la structure définie, on va venir la contacter avec les métaux nécessaires pour obtenir des contacts oniques.
Et ce qui est remarquable ici, c'est que toute notre technologie est réalisée à des températures en dessous de 400 degrés, qui est compatible avec l'approche back-end du CMOS. Alors, nous avons pu obtenir de l'émission laser en pompage électrique avec cette approche-là dans des structures qui ne font que finalement 50 micromètres carrés. Les seuils obtenus sont de l'ordre de 100 microampères et bon, la longueur d'onde autour de 2550 comme prévu. Ce qui est remarquable ici, c'est que pour la première fois, avec ce type de structure, on a obtenu des efficacités de conversion électro-optique au-delà de 10%, ce qui est le record actuel pour ce genre de structure. Donc voilà, j'en ai fini pour la description du travail sur les lasers en injection électrique. Et maintenant, je souhaiterais passer à notre travail sur les sources paramétriques. Alors, dans ces sources paramétriques, nous essayons de maîtriser les interactions non-linéaires du troisième ordre, liées au mélange de 4 ondes, où 2 photons à une fréquence de pompe vont être convertis dans un photon à la fréquence signal et un photon à la fréquence Hilbert. Donc, c'est un processus non linéaire qui est aujourd'hui très important, car il peut être utilisé pour réaliser des oscillateurs paramétriques, des peignes de fréquence, des paires de photons intriqués, de la génération d'états comprimés, etc. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que, par exemple, pour les OPO ou les peignes de fréquence, le seuil va varier comme 1 sur Q au carré, fois le volume. Donc, on comprend tout de suite l'intérêt des cristaux photoniques où le rapport Q sur V va être maximisé. Donc, dans la littérature, on assiste actuellement vraiment à vraiment un démarrage de ces activités où les gens travaillent sur l'intégration des 3,5 sur silicium pour l'optique non linéaire, parce que justement les semi-conducteurs 3,5 possèdent des propriétés extrêmement intéressantes pour l'optique non linéaire, des très grandes susceptibilités, et aussi, comme je l'ai mentionné au départ, on peut venir travailler avec des matériaux qui ne présentent aucune absorption multiphotonique aux longueurs d'onde télécom. Et donc, on observe actuellement une émergence de plateformes différentes suivant le matériau utilisé, en AGS sur isolant, INGAP sur isolant, GAP sur isolant. Nous travaillons sur les 2 derniers. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on veut utiliser des cristaux photoniques, par exemple, pour réaliser du mélange à 4 ondes, il faut obtenir des structures qui sont triplement résonantes et où les modes vont être parfaitement équispacés en fréquence pour pouvoir respecter la conservation de l'énergie dans ce processus non linéaire. Donc, vraiment, une des difficultés, comme on travaille avec des tout petites structures, c'est de réaliser des cavités multimodes avec un espacement régulier en fréquence de ces modes-là. Donc, dans la littérature, vous pouvez voir que ceci a été obtenu, notamment au Japon, on a essayé de travailler avec des cavités couplées qui vont permettre, où je vais obtenir plusieurs modes liés au splitting des modes dans ce couplage-là, ou d'autres types de cavités comme celle représentée ici. Donc, nous, dans cette approche, ce qui est remarquable, encore une fois, c'est d'utiliser cette analogie entre mécanique quantique et cristaux photoniques pour pouvoir vraiment façonner les modes de nos cavités. Donc, l'idée que nous avons eue, c'est de réaliser un potentiel parabolique pour les photons en utilisant nos cristaux photoniques afin d'obtenir, comme en mécanique en général, des modes équispacés en fréquence, comme indiqué dans ce graphique. Et en fait, ça, c'est complètement possible. D'ailleurs, toutes nos nanocavités utilisées pour l'émission laser ont été fabriquées afin d'obtenir un mode fondamental qui a une enveloppe gaussienne.
Donc, normalement, si on fait ça, si on essaye de designer des qualités et d'obtenir le mode fondamental avec une distribution spatiale gaussienne, normalement, ça revient, c'est équivalent à dire que les photons sont confinés à l'intérieur d'un potentiel parabolique. Et donc, c'est exactement cela. Donc, pour réaliser cela, en réalité, bon, vu le temps à laquelle le temps passe, nous utilisons simplement ce type de structure où l'on va jouer sur la période du cristal photonique afin de façonner le champ. Donc, juste pour comment ça marche, simplement, c'est que lorsqu'on va venir, ici, j'ai représenté donc, la partie imaginaire du vecteur d'onde à l'intérieur du bandgap photonique. Donc, cette partie imaginaire devient maximale au centre du bandgap, et on va pouvoir jouer sur l'augmentation de cette partie imaginaire au fur et à mesure que l'on rentre dans le bandgap, en jouant sur la période du cristal photonique. Donc, on peut démontrer que l'on peut obtenir des qualités avec un très fort facteur de qualité et une distribution parfaitement gaussienne du champ électromagnétique. Donc, c'est ce que nous avons étudié aussi pour l'optique non linéaire, et notamment, lorsqu'on regarde les modes d'ordre supérieur, ben, on peut s'apercevoir que ces modes sont distribués cette fois-ci suivant de façon spatiale, suivant des enveloppes de type Hermite-Gauss, avec un espacement régulier en fréquence. Donc, tous ces modes présentent des facteurs Q élevés, et leur nombre est simplement limité par la largeur du bandgap. Donc, nous avons réalisé ce type de structure en INGAP, qui est un matériau qui ne présente aucune attention à 2 photons à 55 microns. Donc, voici une caractérisation expérimentale de ces structures-là, où chacun de ces pics correspond à ces modes. On a réalisé une statistique où on voit que donc, ces structures sont quasiment équispacées avec un free spectral range de l'ordre de 140 GHz. Et donc, en fait, lorsqu'on travaille dans cette problématique-là, ce quasiment va poser des problèmes, comme vous allez le voir, et bien évidemment, il est lié au désordre de ces structures-là. Donc, on a réalisé comme première expérience du mélange à 4 ondes sur 3 résonances qui sont quasiment alignées. Donc, ici est représentée la longueur d'onde, la fréquence du signal mesuré, et ici la fréquence à laquelle de la pompe, ici, donc au centre. Donc, on observe et du signal aussi, pardon. On observe de la génération à cette fréquence-là que lorsque les 3 signaux sont parfaitement en résonance. On a pu obtenir des efficacités de conversion en mélange à 4 ondes simulé de l'ordre de moins 15 dB, qui est un record en fait pour ces structures-là. Mais en théorie, cette efficacité est de l'ordre de moins 3 dB. Et donc, on peut attribuer cette différence vraiment au fait qu'on est quasiment en résonance et pas parfaitement. Donc, de façon parallèle, avec mes collègues de Thales, Alfredo et Sylvain, nous avons travaillé aussi sur d'autres types de structures réalisées cette fois-ci dans des membranes suspendues en INGAP et fabriquées dans des cristaux photoniques ici. Donc, c'est un autre type de design qui s'appelle bichromatique, qui permet aussi d'obtenir un potentiel quasi harmonique pour les photons. Je vous encourage à lire cette publication. Donc, de la même façon, des manips ont été réalisés pour obtenir la statistique des modes que l'on obtient. Et cette fois-ci, on obtient des facteurs Q légèrement plus élevés, de l'ordre quasiment du million. Mais on obtient tout de même cette même distribution pour l'intervalle spectral libre. Donc, comment a-t-on résolu cela? En fait, il est possible de régler le système pour obtenir une configuration parfaitement triplement résonante en utilisant des effets thermiques. Donc, ce qui est remarquable dans ces structures-là, c'est que si l'on regarde 3 modes consécutifs,
comme vous pouvez le voir ici. Si je vais venir pomper le mode à 2 lobes ici au milieu, et que voilà, il y a une petite attention résiduelle dans mon matériau lié par exemple à des états de surface, mon matériau va chauffer comme indiqué dans la figure du dessus. Donc, on va obtenir un gradient de température fixe donc, dans ces structures-là en venant pomper la structure dans le mode à deux lobes. Puisque les autres modes n'ont pas la même distribution spatiale, chacun de ces modes va sentir un gradient différent et je vais pouvoir vraiment venir accorder l'intervalle spectral, la position de chacun des modes pour obtenir une condition parfaitement triplement résonante. Donc ici, c'est ce qui est représenté dans la figure de droite, où on va représenter la différence de fréquence entre la pompe et le signal oméga- et la pompe et oméga+. Et on voit bien qu'en jouant sur la puissance fixe, sur l'offset de la pompe par rapport à la fréquence de résonance, qui revient en fait à la puissance couplée dans le système, on va pouvoir, on voit que ceci évolue sur des pentes différentes et on va pouvoir obtenir un point de croisement où les trois sont triplement, on obtient une configuration triplement résonante. Ceci nous a permis d'observer le premier oscillateur paramétrique optique réalisé avec des cristaux photoniques. Donc, dans cette configuration-là, on peut observer le démarrage d'oscillation paramétrique qui est marqué donc, par un seuil autour d'une puissance de 70 microwatts couplée dans le guide, avec ici donc, une efficacité de conversion énergétique remarquable de l'ordre de 14%. Voilà, juste pour avant d'en finir, voilà, je voulais vous signifier que donc, ce travail-là, ça a été vraiment un travail de très longue haleine dans le domaine. Et donc, on peut voir que ces OPO en cristaux photoniques sont déjà quasiment aussi efficaces que les tout meilleurs travaux réalisés dans les microdisques à Santa Barbara. Voilà, donc en termes de conclusion, voilà, je vous ai montré que maintenant, avec des cristaux photoniques, on peut réaliser des diodes laser qui sont intégrés sur silicium. La technologie, certes, est complexe, mais elle est assez finalement similaire à celle que l'on peut réaliser pour des diodes laser standards. Les performances obtenues sont vraiment très intéressantes, surtout en termes d'efficacité énergétique, que le procédé de fabrication est compatible avec une approche CMOS back-end. Et je veux aussi démontrer que nos nanocavités permettent de réaliser du mélange à 4 ombres parfaitement triplement résonant, qui nous a conduit à la première démonstration d'oscillateurs paramétriques en cristal photonique. Donc voilà, nous utilisons aussi cette technologie pour d'autres types de composants, comme des switches ou des mémoires, pour l'optomécanique, pour l'optique quantique et le calcul neuromergique. Voilà, je vous remercie de votre attention.